Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous allons nous efforcer d'éclairer un certain élément de l'actualité de la semaine écoulée, en l'occurrence la conférence de presse du président de la République, et nous le ferons avec Éric Fotorino, cofondateur et directeur de l'hebdomadaire Le 1, avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. D'abord, je vous annonce que notre prochaine émission en public aura lieu le 12 mai. Nous vous préciserons le lieu, puisque, comme vous le savez, l'école alsacienne est occupée, le théâtre de l'école alsacienne est occupé par ses propres élèves en mai et en juin. Nous vous préciserons donc le lieu de cette émission en public au milieu de la semaine prochaine. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, noter que la suivante de ces émissions en public aura lieu le 16 juin. Poursuivant le tour d'horizon des auditeurs qui nous suivent à travers le monde, donc je le dis avec fierté, dans 159 pays, j'ai le plaisir de vous informer que nous sommes suivis par 818 auditeurs au Maroc, 2086 au Canada, 238 en Argentine, 130 en Finlande et, pour honorer notre invité helvète, par 3026 de ses compatriotes, donc en Suisse. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, il est consacré à Notre-Dame de Paris, j'allais dire à notre Notre-Dame de Paris, avec en exergue cette phrase de Victor Hugo tirée de L'année terrible, « Une minute peut blesser un siècle ». Ce numéro du 1 propose d'ailleurs une cathédrale de papier, c'est-à-dire un florilège de textes littéraires qui évoquent ce vaisseau de pierre, et il propose aussi une réflexion de notre autre invité, Éric Fotorino, autour de la mort symbolique du temps long. Je vous rappelle que la Grande Halle de la Villette propose les 10 et 11 mai à 20h un spectacle de danse contemporaine tout public intitulé Europium, qui est donné par la compagnie Rootless Route, dont c'est la première apparition parisienne. C'est un spectacle, comme je vous l'ai dit il y a 15 jours, qui fait évoluer 5 danseurs dans des variations sur le thème du radeau de la Méduse, qui dessine peu à peu ce que pourraient être les valeurs communes à l'Europe d'aujourd'hui. Plus d'informations sur lavillette sans séparation.com. Nous sommes soutenus par nos souscripteurs et nous allons remercier maintenant quelques-uns d'entre eux. Pour ma part, je remercie Antoine Zilbert, Charles Magnier, André Tirant, Fabrice Le Celler, Alexandre Behelen et je passe la parole à Éric Fotorino. Pour remercier Vincent Malige, Diane Costa de Beauregard, Jacques Maréchal, Adrien Aumont et Chantal Nocody. Lucille Schmitt. Alors moi, je remercie Denis Barbier, Julien Chantefort, Nicolas Marson, Arnaud Amabile et Stéphane Louis. Richard Verly. Bienvenue au Nouvel Esprit Public aux auditeurs suivants, Guillaume Pelletreau, Jean-Luc Botteau, Odile Finidori, Philippe Buton, Elisabeth Colère. Merci à eux et merci à ceux que nous avons déjà nommés et à ceux que nous nommerons dans l'avenir et à tous ceux qui vont rejoindre leur rang. Intéressons-nous maintenant à la conférence de presse du président de la République. Donc jeudi, le 25 avril à 18h, le président a donné sa première conférence de presse du quinquennat avant de présenter ses conclusions du grand débat national. Il a dévoilé 4 orientations pour le nouvel acte qu'il souhaite proposer aux Français. Elles portent sur la représentation démocratique, la justice fiscale, l'écologie et le projet national français. Le calendrier de sortie de ce grand débat avait été chamboulé par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril. Et tandis que le président annulait son allocution, la presse annonçait une bonne partie des mesures qu'Emmanuel Macron a confirmées jeudi dernier. Réindexation sur l'inflation des retraites de moins de 2 000 €, baisse de l'impôt sur le revenu des classes moyennes,
suppression de certaines niches fiscales des entreprises et suppression de l'École nationale d'administration, l'ENA, décision à laquelle 63% des Français se sont déclarés favorables selon un sondage Harris Interactive et POCA. Le chef de l'État veut, à travers cette mesure, et en plus de cette mesure, mettre fin au grand corps et repenser la formation de la haute fonction publique, en écho à l'un des 4 sentiments majoritaires exprimés durant le grand débat, je cite, le sentiment d'abandon et de perte de confiance dans les élites. Emmanuel Macron a affirmé qu'aucun hôpital ni aucune école ne fermera sans l'accord du maire. Il a annoncé la mise en place d'un dispositif de recouvrement par les caisses d'allocation familiale des pensions alimentaires impayées, alors que 30 à 40% d'entre elles ne sont aujourd'hui pas correctement versées. Il souhaite plafonner le nombre d'élèves de la grande section de maternelle à 24 élèves sur tout le territoire national. Il prône également un accès facilité au référendum. Et en ce qui concerne le climat, il a annoncé la création d'un conseil de défense écologique sur le modèle du conseil de défense qu'il réunit chaque semaine. Au sujet des retraites, il estime que le gouvernement devrait mettre en place un système de retraite par points et s'il s'est déclaré favorable à certaines formes de référendum, il s'est opposé au référendum d'initiative citoyenne, tout comme à la reconnaissance du vote blanc. Enfin, il a annoncé qu'il était possible qu'il renonce à la suppression de 120 000 postes dans la fonction publique. Sur cette question, Richard Verly. Bien écoutez, Richard Verly, vous y étiez à cette conférence de presse jeudi soir. Voilà, j'étais donc dans cette salle des fêtes du Palais de l'Élysée, récemment refaite. Vous vous souvenez que les Gilets jaunes ont beaucoup critiqué cette réfection qui a coûté pas mal d'argent. Écoutez, d'abord, c'est pas mal, c'est plus moderne. Et il y avait quand même un changement de configuration important, c'est que désormais, Emmanuel Macron ne s'exprime pas debout derrière un pupitre, comme l'avait fait notamment François Hollande. Il s'exprime sur une scène, derrière un bureau. Et donc, peut-être que là, il y a déjà, je dirais, une prestation un peu théâtrale sur laquelle on pourra revenir. Au-delà de ça, Emmanuel Macron, que nous avons vu hier, a prouvé qu'il était un bon élève, appliqué, il a compris, il fait des efforts, il répète sans arrêt qu'il faut être plus humain. Donc, il a, dans le langage de communication, bien maîtrisé ses punchlines, comme on dit. Il a prouvé qu'il était toujours l'homme du diagnostic. Il adore diagnostiquer, décortiquer, ramener tout à des concepts, à des catégories sociales, mais il garde un problème, c'est celui de la solution forte et simple, ou en tout cas de la mesure forte et simple. C'est-à-dire qu'il termine par un catalogue de mesures, dont certaines, si elles sont appliquées, et le si est important, peuvent changer quand même la face des choses. Mais quand vous terminez cet exercice qui a duré 2h20, vous avez quand même de la peine à vous dire qu'est-ce qui a été marquant. Et je prendrai un exemple qui est celui de l'élargissement de la procédure référendaire. Vous savez qu'aujourd'hui, la Constitution française prévoit ce référendum d'initiative partagée depuis 2008, qui n'a jamais été utilisé pour une raison simple, c'est qu'il est impossible à utiliser puisqu'il faut 4 millions de signatures dans le public et que par ailleurs, il faut une importante majorité de parlementaires qui signent. Là, il dit qu'il est prêt à abaisser ce seuil à 1 million de signatures. Voilà une mesure forte. Donc, 1 million de Français pourront désormais déposer une initiative référendaire, mais il le dit au milieu de son catalogue, au lieu d'en faire un élément saillant. Donc, pour moi, c'est un peu le résumé de la prestation d'hier. Sans doute beaucoup de bonnes choses quand on va décortiquer, quand on va regarder, mais encore une fois, pas de quoi faire dire ou faire comprendre à l'opinion, au fond, que véritablement, les choses vont changer pour une raison, à mon avis, simple, c'est qu'il ne veut pas changer, il ne veut pas changer de cap, et tout est là. Est-ce qu'il peut continuer avec le même cap ? Pardon, mais question latérale. Vous avez été en poste à Bangkok, à Tokyo, à Bruxelles, à Paris. Sur cet exercice de la conférence de presse, vous en avez vu plus que votre comptant, si je puis dire. Quelles sont les particularités et qu'est-ce que vous semble important de dire ou intéressant de dire par rapport à ces conférences de presse à la française ? Alors, il y a une comparaison qu'on peut faire très simplement, c'est le Emmanuel Macron à Paris en son palais et le Emmanuel Macron à Bruxelles. Quand il est à Bruxelles, à l'issue des sommets européens, et j'en ai couvert pas mal, y compris le dernier au mois de mars, Emmanuel Macron fait toujours une conférence de presse. Et il fait une conférence de presse, je dirais, normale, c'est-à-dire qu'il est debout derrière un pupitre devant les journalistes, il parle 5 minutes, il prend les questions, on a en général une dizaine de questions,
il sort au milieu de la salle, il donne des moments de off. Voilà, ça c'est le Emmanuel Macron, je dirais, normal, le président, le chef d'État classique. Paris, c'est tout autre chose. C'est tout le décorum. D'abord, tout le gouvernement est littéralement à ses pieds parce qu'ils sont assis maintenant en contrebas de la scène. Il rentre par l'arrière de la scène. Il n'y a évidemment aucun moment d'off ou d'échange avec les journalistes après son intervention. Donc tout est beaucoup plus monarchique. C'est un reproche qu'on fait souvent au système républicain français, mais dans ce cas de figure précis, peut-être était-ce fait pour rappeler les antécédents, Général de Gaulle, Pompidou ou autres, mais en tout cas, on était dans le cérémonial total. Lucille Schmitt. Oui, alors moi, en écho à ce que vient de dire Richard, je trouve qu'il y a eu dans la prestation d'hier la mise en scène aussi des nombreux visages d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on voit au fond un Emmanuel Macron qui réussit un exercice effectivement assez théâtral. Je trouve que dans le ton qu'il utilise, dans sa manière de parler, il y a quelque chose d'un leadership assumé qui était assez remarquable. À côté de ça, on voit un Emmanuel Macron repris par son surmoi technocratique lorsqu'il s'agit d'énoncer des mesures, et ça c'est assez frappant, parce que c'est pas du tout le général de Gaulle. On sent qu'il voudrait se placer dans une posture, comme l'a dit Richard, qui soit une posture surplombante, mais lorsque les mesures commencent à être égrenées, là il lit son papier, et on a le sentiment que les conseillers de l'ombre ressurgissent. Alors pas Benalla, sur lequel d'ailleurs il a été obligé de se justifier, mais en tout cas les conseillers de l'ombre qui viennent de cette grande école largement, qu'il va supprimer, mais sur laquelle il a hésité, parce qu'au début il ne dit pas qu'il va la supprimer, il rend un hommage aux hauts fonctionnaires, et puis ensuite quand il y a des questions, il dit qu'il va la supprimer. Donc en tout cas, il est clair qu'Emmanuel Macron est en quelque sorte partagé entre plusieurs Emmanuel Macron, lorsqu'il dit aussi qu'il veut parler, il veut en quelque sorte donner une consistance à l'art d'être français. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort, et qui relève cette fois-ci davantage de la littérature. Donc on sent un président qui par moments ne parle pas du tout comme un technocrate, et qui parle presque comme un acteur de théâtre, mais un acteur de théâtre du grand siècle. Et puis à d'autres moments, il est repris par cette espèce de côté nerveusement technocratique, voire sarkozyste, lorsqu'il nous dit qu'il faut travailler plus. Et je rappelle quand même que c'était la mesure qui a permis à Nicolas Sarkozy de gagner en 2007. Je trouve qu'en tout cas, dans la conférence, il y a eu deux choses assez frappantes, beaucoup plus d'annonces sociales, et en même temps, un cap clairement à droite. Alors comment est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir réconcilier ces deux angles? C'est pas le nini, c'est le en même temps, mais un en même temps auquel on a de plus en plus de mal à croire. Lorsqu'il nous dit qu'il veut augmenter le niveau des retraites ou réindexer les petites retraites et faire en sorte qu'aujourd'hui les retraités ne perdent plus de pouvoir d'achat, c'est essentiel. Je trouve ça très, très important. Lorsqu'il nous dit qu'il va falloir élire maintenant 20% des députés à la proportionnelle, c'est également très important, mais aura-t-il les moyens de faire passer ça du côté du Sénat? Lorsqu'il nous dit qu'il faut peut-être envisager de ne pas supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, c'est important, mais comment est-ce qu'il fait le lien avec la question de l'ENA? On a l'impression qu'il y avait en même temps dans cette conférence de presse sans que le projet de société apparaisse très clairement. Et je crois qu'il y a eu du côté d'Emmanuel Macron une manière de se mettre sous pression lui-même. On va attendre après la conférence de presse ce qui va être délivré concrètement. Pour les personnes qui connaissent la situation personnelle dont il a voulu parler, par exemple, il a dit il faut que les pensions alimentaires soient récupérées, etc. Il y a eu des choses réelles, concrètes, mais on s'est à chaque fois dit mais est-ce que ça va vraiment se produire? Et la question qui est posée au fond à Emmanuel Macron, c'est a-t-il le pouvoir de réaliser tout ce qu'il a annoncé et veut-il vraiment le faire? Éric Fattorino. Alors, après ce qu'ont dit mes brillants collègues, c'est difficile d'ajouter une note très originale, parce que je partage assez largement l'addition de ce que vous avez dit. Donc, ce que je pourrais ajouter, c'est l'art d'exécution. Vous savez, Napoléon disait la guerre, c'est l'art de l'exécution. Et finalement, dans l'art de l'exécution, il y a le temps, il y a la maîtrise du temps. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai écouté, regardé aussi, parce que c'était entendre, mais aussi voir ces images, c'est que pour la première fois depuis le début de son mandat, après qu'il a été quand même beaucoup bousculé, évidemment depuis le mois de novembre avec le mouvement des Gilets jaunes, j'ai eu le sentiment qu'il voulait redevenir ce fameux maître des horloges dont il avait été question au tout début du mandat, mais que à l'image de cette fameuse formule de Lampedusa du Guépard, que tout change pour que rien ne change, il veut changer un peu pour que rien ne change. Il veut pas tout changer, il veut un peu changer, montrer qu'il va y avoir en effet des aménagements à des choses qu'il avait faites ou qu'il avait dites ou que son gouvernement avait portées. Mais ce qui me paraît quand même, qui reste problématique pour moi dans ce mandat d'Emmanuel Macron, c'est que c'est quand même pour moi un technocrate.
Et je me souviens, j'avais eu accès à un de ses très proches au lendemain de ce fameux samedi de décembre où il y avait eu, où les Gilets jaunes vraiment avaient cassé sur les Champs-Élysées. Et là, ce proche de Macron m'avait dit, en fait, on n'est pas des politiques, on est des technocrates. Et finalement, ils le sont, ils le restent. Et alors, bien sûr qu'il y a quelquefois ces petites échappées littéraires, l'épaisseur des Français, j'ai été touché dans ma chair. Il n'y a pas de citation, j'ai pas de souvenir qu'il ait cité un grand homme ou un grand auteur. Mais donc, il essaie de montrer qu'il a un cœur qui bat, qu'il est un humain, etc. C'est vrai, mais reprendre l'histoire des retraites, remonter les retraites des plus démunis, des personnes âgées les plus démunies, certes, mais c'est pas une nouveauté, je veux dire par là, il ne fait que réparer des erreurs qu'il a commises ou qu'ils ont commises collectivement. Donc je pense que nous présenter comme des choses nouvelles, simplement des réparations, n'est pas très fort, manque un petit peu de force. Et d'autre part, pour regarder ce catalogue effectivement qui a été fait, moi je suis quand même très étonné, mais c'est très révélateur ce qu'a dit Lucille Schmitt à l'instant, sur l'ENA, on ne comprend pas ce qu'il dit au départ. Au départ, bon oui, il parle que les grands corps sont morts, mais il y a cette espèce de flou, non pas artistique, entre l'ENA et les grands corps. C'est pas exactement la même chose. Les uns procèdent de l'autre. C'est-à-dire que l'ENA, on va publier la semaine prochaine justement Haro sur la noblesse d'État. Vous vous souvenez que Bourdieu avait parlé de la noblesse d'État après la noblesse de robe et de sang. Eh bien, effectivement, penser que le grand divorce entre la France du bas ou la France du haut, comme aurait dit Raffarin, c'est l'ENA, c'est quand même un petit peu très réducteur et presque enfantin. Les grands corps, c'est effectivement l'inspection des finances, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, pas le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes. La Cour des comptes, pardon. L'X, les mines, X-Pont, X-Mines, voilà, c'est ça. Et ces castes qui se sont constitués où en effet, il y a on surveille, on est entre nous, puis il y a des carrières qui se déroulent, etc. Mais c'est pas exactement ça qu'il a dit. Il a agité mollement, puisqu'il a fallu qu'on lui redemande, que quelqu'un lui pose vraiment clairement la question, mais est-ce que l'ENA va être supprimée? Donc oui, elle va être supprimée. Mais donc, c'est là que je dis, ce sont des technocrates, parce qu'ils n'ont que des réponses technocratiques aux maux de la France. Et pour terminer, moi, j'ai ce sentiment que, au fond, il n'y a pas une vision de la France qu'on avait pu penser qu'il avait lorsqu'il a gagné. C'est-à-dire, souvenez-vous, En Marche, bien sûr les initiales En Marche d'Emmanuel Macron, ça a été souvent dit. Mais En Marche, c'était des marcheurs qui avaient traversé le pays, qui étaient allés à l'écoute des citoyens pour leur demander ce qui se passait, ce qui n'allait pas, etc. Donc on pouvait comprendre et espérer que s'il avait été élu, c'est parce qu'il avait donné aux Français ce sentiment, peut-être même cette conviction, qu'il avait vraiment entendu ce qu'était le pays, entendu ce qu'étaient ses demandes, etc. Cette fameuse horizontalité dont il parlait beaucoup. Il disait, ce sera un pouvoir horizontal. Et puis, on a eu la pointe aiguë quand même de la pyramide du Louvre dès l'accession au pouvoir. Et on a bien vu que cette verticalité qui s'est exercée depuis le début, cet hyper-président qui est arrivé, eh bien, finalement, cette En Marche, on s'est demandé pourquoi ils avaient marché. Richard Verly, je voudrais vous poser une question puisque vous y étiez. Comment était l'atmosphère? Est-ce que vous aviez l'impression, c'est comme une salle de théâtre, est-ce que le public était avec le comédien, était plutôt distant, plutôt hostile, plutôt neutre? Le public était sage, à écouter, non pas le professeur, mais le meilleur élève de la classe. C'est un peu ça. C'est que la difficulté d'Emmanuel Macron, je trouve, c'est qu'il voudrait, il a envie, il essaye d'être soit le professeur, le père de la nation, celui qui donne le ton. Mais on a de la peine à le suivre parce qu'au fond, il ne s'exprime que en meilleur élève de la classe. Et donc, les journalistes étaient attentifs. Moi, ce qui m'a frappé, peut-être deux choses. D'abord, et là, on pourrait revenir, le débat serait ouvert
ouvert un certain nombre de questions qui, franchement, sont des questions, je dirais, de mondanité politique élyséenne. Il s'agissait pour un certain nombre de journalistes de bien montrer qu'ils étaient là et de lancer une question gentille au président, si possible en citant leurs médias pour bien montrer à leur patron qu'ils ont posé la question. Ça, je trouve que c'est totalement déplacé. La deuxième chose, c'est qu'il y avait quand même beaucoup, notamment de journalistes étrangers présents à Paris, qui attendaient 2-3 mesures fortes. On est toujours là. On se déplace quand même à l'Élysée pour la première conférence de presse de son mandat, dans un contexte de convulsion sociale important. Et ce qu'on a envie de savoir, je dirais, on est tous pareils, les journalistes, c'est très vite, dans le premier paragraphe d'Emmanuel Macron, un peu comme on le fait dans nos articles, les 2 mesures phares. Tout simplement, j'en prendrai une dont on n'a pas parlé et qui était glissée au milieu d'une réponse. Il a le projet d'instaurer une retraite minimale pour les Français qui ont cotisé à 1 000 €. C'est une décision super importante que tout le monde comprend. Eh bien, il la niche au milieu d'une réponse, à tel point que certains de mes confrères ne l'avaient juste pas noté. Alors, si je vous ai posé la question, c'est en écho à ce que vient de dire Éric Fotorino sur cette histoire de la suppression de l'ENA. Moi, j'ai eu l'impression que quand il a parlé de la réforme de la fonction publique et de la suppression des grands corps, qui en effet est tout à fait un autre sujet avec d'autres conséquences, il s'en tiendrait là. Et j'ai eu l'impression ensuite qu'il avait annoncé la suppression de l'ENA, qu'il n'avait pas décidé avant d'entrer en piste, en scène, si je puis dire, et quand on est en scène, pour attirer la faveur d'un public qu'on sent froid ou à peine tiède, on peut être amené à lâcher soi-même quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il a lâché ça pour faire un peu réagir un public qui, comme vous le confirmez, n'était pas spécialement chaud, en tout cas, à défaut de traite. Et puis, il y a quand même... Moi, je pense qu'il faut, dans la biographie d'Emmanuel Macron, accorder une place importante à sa formation chez les jésuites. Et dans la formation des jésuites, il faut accorder une place importante à l'utilisation du théâtre depuis la fondation des premiers collèges de l'ordre. Et du coup, je m'attendais à un coup de théâtre. Et je pensais que seul un coup de théâtre pouvait être à la hauteur de cette espèce d'anomie qui est en train de s'emparer de ce pays avec tous ces espèce de piailleurs dans toutes les chaînes de télévision d'information continue. Entre parenthèses, BFM, qui a été abondamment représenté dans les questions hier, aura à la rentrée un nouveau directeur, dont on peut se demander un peu pourquoi tout à coup la chaîne la plus écoutée aura un directeur dont aura un nouveau directeur. Bref, je m'attendais à un coup de théâtre et je pensais que le seul coup de théâtre à la hauteur de cette anomie pouvait être: mesdames et messieurs, je ne me représenterai pas. Je pense que ce pays doit être réformé. Je pense que c'est la manière dont il doit être réformé. Je suis prêt à entendre les critiques, les contestations. Je suis prêt à accueillir tout ce qui peut améliorer ce que je veux faire. Mais voilà quelques points sur lesquels je pense qu'il faut maintenant faire quelque chose. Et pour que vous me fichiez la paix une bonne fois pour toutes, je ne me représenterai pas. Et après tout, si, ayant dit ça, à la fin de son mandat, il était clair que la réussite faisait qu'il méritait une réélection, je pense que le corps électoral l'aurait délié de sa promesse. Et l'autre mesure que j'attendais, parce que je la croyais plus intéressante que cette histoire de l'ISF, c'était on reprend les autoroutes. Parce que là, il y a quelque chose à la fois de réel et de symbolique, et je me permets d'ajouter que si on reprend les autoroutes, c'est le seul moyen de faire quelque chose qu'on puisse financer, puisque les autoroutes continueront à avoir des péages, et ces péages iront directement à l'indemnisation de ceux qu'on aura nationalisés. Eh bien, je dois dire que, n'ayant pas été consulté, je n'ai pas pu suggérer au président ce coup de théâtre et cette mesure, mais il me semble quand même, voilà, c'était quelque chose de cette nature-là qui manquait. Lucille Schmitt. Oui, moi je crois que par rapport à ce que vous venez de dire, Philippe et Richard, je pense que la question aussi dans une conférence de presse, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse. On ne s'adresse pas seulement aux journalistes. On sentait bien qu'Emmanuel Macron ne voulait pas s'adresser seulement aux Gilets jaunes, qu'il voulait s'adresser à l'ensemble des Français. Et moi, c'était une conférence de presse, mais il y avait cette histoire de à qui je m'adresse. Et je trouve qu'à l'issue de cet exercice, mon sentiment, c'est qu'il s'est plutôt adressé à son camp,
Parce qu'il a un camp, Emmanuel Macron. Lorsque nous l'avons élu, lorsqu'il a été élu, il a été élu par des personnes, c'était très composite, parce qu'évidemment, au deuxième tour, il y avait cette question du barrage contre Marine Le Pen. Mais depuis, son camp s'est structuré. C'est un camp dans lequel, à l'évidence, les cadres supérieurs, les personnes plutôt de droite, de centre-droit, plus que les personnes clairement de gauche, sont représentées. Et là, on voit bien d'ailleurs que, malgré des mesures sociales, la tonalité est quand même assez clairement orientée à droite. Mais en s'adressant à l'ensemble des Français, puis progressivement au cours de la conférence de presse à son camp, il a sans doute raté la cible de ne pas s'adresser seulement aux Gilets jaunes pour élargir. Je trouve qu'on termine cet exercice avec le sentiment qu'il n'a pas élargi. Je voudrais donner un exemple là-dessus. On voit bien qu'à l'issue du grand débat national, l'écologie a été un sujet étonnamment salué, sur lequel il y a eu énormément de contributions. Et c'est le sujet sur lequel Emmanuel Macron a été le plus faible, je trouve, hier. Et d'abord, il a commencé à en parler à peu près à la 45e minute, lorsqu'on veut dire que le sujet du climat est le sujet fondamental de la politique internationale et française est quand même assez contradictoire, y compris dans une pièce de théâtre. À la 45e minute, on pense qu'on est plutôt près de la fin, sauf qu'avec Emmanuel Macron, ça dure toujours, c'est vrai. Mais enfin, il y a un vrai sujet sur 45 minutes, le sujet le plus important du monde. Tout ça pour, certes, faire du tirage au sort, qui est de longue date, un sujet sur lequel les écologistes s'expriment en disant que c'est le nec plus ultra de la démocratie. Personnellement, je ne suis pas convaincue. Je pense que lorsqu'il s'agit d'écologie, lorsqu'il y a urgence et que les scientifiques le disent, la question d'assumer ses responsabilités, par exemple je fais une suggestion, de dire au gouvernement, vous allez me faire un scénario 2 degrés pour mettre en œuvre l'accord de Paris, puisqu'on s'est gargarisé du fait que c'était un grand sujet diplomatique français. Je trouve que là, ça s'appelle une esquive. Donc il y a eu de l'esquive aussi dans cette prestation théâtrale où Emmanuel Macron regardait droit dans les yeux des journalistes, je trouve, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'ils étaient, si la salle était chaude, tiède ou froide, mais je trouve qu'ils étaient surtout très courtisans. On aurait dit que ce n'étaient pas des journalistes. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet en France qui est pourquoi est-ce que le journalisme politique est un journalisme de courtisans. Je préfère être franche là-dessus. Un journalisme de courtisan dans une société de cours. Dans une société de cours. Donc, la question, l'esquive, en tout cas, sur l'écologie a été puissante. Et il faut quand même voir que depuis quelques mois, la jeunesse, y compris la jeunesse en France, la jeunesse en Europe, puisqu'on veut porter un discours européen, se mobilise sur ces enjeux, et qui a là une aspiration démocratique extrêmement forte. Par rapport à ce que disait Richard sur les choses qui ont pu passer inaperçues, je trouve que les 20% de proportionnels sur les députés et la réduction du nombre de députés, ça aurait pu être un Big Bang démocratique, c'est très important. Est-ce que Emmanuel Macron le fera ou est-ce qu'il l'a annoncé pour dire qu'il le ferait? C'est quand même un vrai sujet. François Hollande déjà avait dit qu'il allait le faire. Et en tout cas, ça bouleverserait profondément notre équilibre institutionnel. Donc, il y a des sujets qui ont été posés, d'autres qui ont été esquivés. Est-ce que les esquives vont retomber sur la tête d'Emmanuel Macron? C'est quand même une question qui est posée. Et puis, dernier point sur lequel je pense qu'il faut aussi qu'on parle dans cette émission, il a affaire par ailleurs à une opposition qui, quelque part, montre comment la scène démocratique française est aujourd'hui aussi ravagée. C'est-à-dire d'une manière pavlovienne, tous les opposants à Emmanuel Macron ont dit qu'il avait été ultra nul, etc. On aurait presque pu... La rapidité avec laquelle leurs commentaires ont été publiés montre qu'ils étaient rédigés avant que le président on savait ouvre la déjà bouche. Ce qu'ils allaient dire. Moi, j'ai été frappée par le côté pavlovien. Et ce que je voulais dire, c'est qu'Emmanuel Macron a des défauts, des qualités, etc. Mais en tout cas, son opposition n'est pas à la hauteur, ça c'est clair. Ils auraient dû au moins reconnaître un certain nombre de choses. C'est un exercice qui était compliqué de sortir du grand débat. Reconnaître la difficulté pour ensuite dire je ne suis pas d'accord, à mon avis, c'est un peu élémentaire en politique. J'étais extrêmement déçue par l'ensemble des réactions après la conférence de presse de ces opposants politiques. Et je trouve aussi que la question du leadership collectif est posée, que le gouvernement soit sagement, effectivement, assis au premier rang. C'est peut-être le meilleur élève, mais c'est aussi le professeur. Et à un moment ou à un autre, il faudra qu'on se dise que ce gouvernement est aussi un gouvernement politique. Ça n'est pas apparu clairement depuis le début de l'élection d'Emmanuel Macron. Éric Fattorino. Oui, il y avait encore de la verticalité finalement, même s'il était assis au-dessus. Hein, donc je pense qu'on n'était pas complètement dans l'horizontal. Alors, moi, plein de choses. D'abord, si on a une écoute comme ça un peu flottante de ce qu'il a dit hier pendant 2 heures, tout d'un coup sortent des mots. Alors, vers la fin, effectivement, les mots maires, par exemple. Alors là, on a l'impression qu'il va à Canossa, qu'il va leur dire les maires, ils sont vraiment les plus importants de ce pays. Il n'y a pas plus important que les maires, mais enfin, ça fait 2 ans qu'il leur crache à la figure, qu'il les ignore, qu'il les méprise, etc. Ces fameux corps intermédiaires, comme les syndicats, comme tout ce qu'il a considéré ne pas exister.
il y a eu la famille. À la fin, tout d'un coup, est ressortie la famille. Alors, au début, il nous avait parlé non pas des familles, mais des familles monoparentales. Après, ça a été la famille à un sens plus large. Je ne sais pas quel contour il lui donne. Donc, voilà, ça s'est apparu aussi. Le climat, en effet, en bout de course, un peu essoufflé. Eh bien, pour moi, si on reprend les métaphores théâtrales que vous aimez, que vous prisez, Philippe, si on parle du vaudeville, le vaudeville, c'est l'exercice le plus difficile parce que c'est toujours le triangle et il faut pouvoir surprendre dans quelque chose qui n'est pas surprenant. Eh bien, il n'y a pas eu de surprise. Moi, j'aurais bien aimé, non pas un trio amoureux, j'aurais aimé une surprise. J'aurais aimé, pas le coup de théâtre, pas quelque chose de dramatique, mais quelque chose qui me surprenne, qui me dise, tiens, il nous a encore bluffé parce qu'il a trouvé quelque chose. Et alors, pourquoi il ne le fait pas? C'est votre question ou plutôt votre vœu qui a été frustré de ne pas avoir entendu « je ne me représente pas ». Je pense que Emmanuel Macron veut s'inscrire dans la durée, veut s'inscrire dans le temps. Et d'ailleurs, il l'a fait de façon subliminale en donnant des rendez-vous à 2025. Bon, mais qu'est-ce qu'il en sait, lui, de 2025 Donc, au fond, il veut surtout pas, je pense qu'il y a quand même un repoussoir chez Macron, c'est Hollande. Et donc, il ne veut surtout pas être amené un jour à dire « je ne me représente pas ». Je crois qu'au contraire, c'est quelqu'un qui pense qu'il est là pour 10 ans. Il a un plan de carrière pour 10 ans. Et je crois qu'en fait, cet exercice, alors effectivement, on peut le moquer, on peut dire « il a été bon, il a été pas bon, etc. » Je ne crois pas que ce soit ça qui est important. C'est que je pense que dans nos institutions aujourd'hui de la Ve République, le quinquennat est un désastre. C'est un désastre, pourquoi? Parce que finalement, dans cette société qui nous pousse à la tyrannie de l'instant, on devrait avoir une impulsion venant du pouvoir qui, elle, justement, maîtrise les horloges sur le temps long. Et quand vous êtes engagé dans un quinquennat, ça veut dire que la première année, vous faites quasiment les options budgétaires qui viennent des administrations précédentes et que probablement 18 mois avant, justement, l'autre présidentielle, vous êtes déjà dans un mode où vous n'allez pas trop bouger les choses, etc. Autrement dit, les réformes qu'il annonce là, moi je pense que la plupart ne seront pas appliquées. Parce que finalement, le temps va faire qu'il va être pris de court. Et si vous voulez, là, je pense que ça dépasse largement Macron. C'est quand même intéressant de voir que je ne parle pas du quinquennat forcé de Pompidou, mais c'est quand même intéressant de voir que les quinquennats institutionnalisés depuis que Chirac l'a établi en France, eh bien, aucun des chefs d'État élus pour 5 ans n'a été réélu. L'un a été battu et l'autre ne s'est même pas représenté. Et celui qui s'est représenté en espérant reprendre la mise a été balayé. Donc je pense que Macron doit sûrement quand même regarder tout ça. Et je crois que c'est très difficile aujourd'hui pour un président de se projeter dans un avenir qui dépasse le petit temps d'un quinquennat. Richard Verlet, juste un mot puisqu'on est dans les métaphores théâtrales, je n'ai pas la même analyse que Richard de cette présentation. Je pense que le fait de ne pas être debout derrière un pupitre, mais plutôt assis derrière une table, ça protège. Une table, c'est quelque chose qui est entre vous et le public. Tandis que le pupitre, surtout que maintenant ils sont en plexiglas transparent, le public, ça vous met... le pupitre, pardon, ça ne vous protège pas. Pardon de cette... non. Enfin, vous savez que j'ai quelques bannis. Effectivement, d'autant que la table était blanche, vous savez, genre un peu Ikea, disons-le, et ça avait un petit peu un côté glacial d'ailleurs, ça figeait un peu l'atmosphère, alors qu'au moins effectivement derrière le pupitre vous voyez le personnage s'animer, bouger, etc. Non, quelques éléments. Alors Éric disait il n'y a pas eu de référence littéraire cette fois. Eh bien si, il y en a eu une, mais alors franchement, elle a mérité une longue explication de texte, c'est Frison Roche et l'alpinisme. Ah oui, Frison Roche. Parce que le premier de Cordée. Oui, bien et sûr. alors là, franchement, je crois qu'on pourrait s'attarder sur ce moment, parce que voilà Emmanuel Macron qui est pris dans sa propre corde. Alors, quand il a dit à l'époque le premier de cordée, il pensait évidemment à ceux qui sont en tête de la cordée et qu'il faut rejoindre. C'était ça son idée. Mais là maintenant, il nous explique que c'était pas du tout ça, qu'en fait c'était en réalité l'image de la solidarité, c'est-à-dire ceux qui sont en haut doivent tirer ceux qui sont en bas. Et alors, c'est formidable. Et il fait référence donc à Frison Roche, dont il a lu les livres sur l'alpinisme, et il dit au passage que lui-même a quelques expériences pyrénéennes. J'avais jamais entendu dire qu'Emmanuel Macron avait fait de l'alpinisme ou de la varap, mais voilà, c'est nouveau. Cela dit, c'est très intéressant parce que on voit bien, là aussi, qu'il n'assume jamais rien complètement.
Il est dans ce moment de son quinquennat où, alors Lucile parlait très justement d'esquive, il est au fond toujours dans la demi-mesure parce qu'il n'arrive pas, je dirais, à véritablement mettre ses tripes sur la table. Il parle beaucoup d'humain, il dit il faut être humain, il faut que je devienne humain. Je ne sais pas s'il a dit je devienne humain, mais en tout cas un président humain, une écoute humaine, mais lui n'est jamais vraiment humain. S'il avait été humain, il aurait pu par exemple pousser vraiment un coup de gueule en disant « j'ai compris, les retraités, il faut les aider ». Il dit pas même aux Français, il dit « travailler plus », mais il tourne autour des 35 heures à nouveau. C'est quand même formidable ce qu'il dit. Il dit « je garde les 35 heures seuil légal, je garde les 62 ans pour l'âge de la départ à la retraite seuil légal, mais arrangez-vous pour contourner tout ça ». Franchement, il aurait très bien pu, voilà, les 35 heures. Quand on va en reportage en France, on sait que beaucoup de gens trouvent que les 35 heures leur compliquent la vie. Elles ne sont pas vues comme un problème, mais elles compliquent beaucoup la vie des gens. Pourquoi il n'a pas carrément déboulonné l'affaire? Parce qu'il n'y arrive pas. Il y a ce côté qu'il reste avant tout un observateur aussi, lui, de son propre quinquennat. Il reste un observateur de cette société française et surtout, il a un problème, Emmanuel Macron, c'est qu'il ne sait pas penser et agir simple. Tout est complexe, tout est dans tout. Tout est une histoire de demi-mesure et donc, au final, catalogue sûrement intéressant, mais il va falloir prendre, c'est ce qu'on va tous faire les journalistes, prendre la loupe, relire le discours, distinguer ce qui est possible en 5 ans, ce qui ne l'est pas, ce qui est finançable, ce qui ne l'est pas, et j'ai bien peur qu'au final, la liste in fine soit bien plus courte que celle des annonces d'hier. Ce qui, comme l'a fait remarquer Lucile, dans un contexte où l'opposition est aussi pitoyable, ne fait que poser un problème encore plus grave à l'ensemble de la société. Lucile Schmitt. Oui, moi je voulais revenir sur cette question du chômage aussi, parce que Éric disait qu'au fond, Emmanuel Macron est hanté par François Hollande et par la manière dont François Hollande s'était mis la pression et s'est en quelque sorte contraint à ne pas se représenter. Donc il ne veut pas être là-dedans. Après, du coup, il est contraint lui-même de ne pas avancer sur des sujets fondamentaux. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il fallait éradiquer le chômage d'ici 2025. Donc, dans son deuxième quinquennat, si je suis votre raisonnement à tous les trois. Oui, enfin, c'est quand même, du coup, ça ressemble à de la poudre de perlimpinpin, parce que pour l'instant, nous ne l'avons pas encore réélu. Nous nous posons même du côté des gilets jaunes, je ne suis pas un gilet jaune, mais il y a quand même une demande explicitement formulée même de démission d'Emmanuel Macron pendant son quinquennat. Donc cette question du chômage me semble avoir été extrêmement psychanalytique pendant la conférence de presse. Du coup, il y a eu cette question d'Elisabeth Martichoux qui a dit « Mais alors, vous vous étiez bien engagé à réduire le chômage à 7% dans le cadre de votre premier quinquennat ». Ce qui là paraît aussi étroitement technocratique. Pour le coup, qu'est-ce que c'est que ce 7%? Qu'est-ce que ça représente en termes de statistiques, de réalité vécue, etc. Et ça me conduit à parler de l'humanité ou de l'inhumanité d'Emmanuel Macron, parce qu'on sait bien que derrière les chiffres du chômage, un des apports des Gilets jaunes, ça a été de mettre en tout cas en scène, puisqu'on parle de théâtre, des existences brisées, des existences de travail intérimaire, ce qui s'appelle travailler mais ne pas avoir d'argent pour se loger, pour se nourrir et donner surtout un avenir à ses enfants. Il y a le film de François Ruffin, que je n'ai pas vu, mais qui en tout cas a été assez vu. Et il y a donc sur le chômage, autre chose que de la statistique, de l'objectif de très long terme. Aujourd'hui, il y a une réalité charnelle. Là-dessus, je pense qu'Emmanuel Macron a loupé quelque chose dans sa conférence de presse, et parce que quelque part, il nous apparaît étrangement inhumain. On a l'impression qu'il n'est jamais affecté, on a l'impression qu'il ne dort jamais, on a l'impression que son énergie ne s'arrête jamais, et en quelque sorte, cette absence de souffrance l'éloigne, je pense, des Français qui ont exprimé depuis plusieurs mois, depuis des semaines, une sorte de souffrance collective. Je ne dis pas que le président de la République doit se montrer souffrant comme le Christ en croix, mais il y a quelque chose autour de « est-il comme nous ? Est-il proche de nous ? Va-t-il nous montrer le chemin, mais en même temps nous montrer de l'empathie ?» Je pense que c'est une question qui a été posée. Je terminerai en disant que du côté du gouvernement, personne non plus ne se met à incarner les choses et que cette désincarnation politique pose un vrai problème. Au fond, c'est pour cette raison aussi que les pires critiques d'Emmanuel Macron et celles qui portent sont celles de le qualifier de PDG, de chef de la start-up France, etc. C'est un langage caricatural, mais ça renvoie quelque part à l'idée qu'il n'est pas un politique
comme on était habitué à en avoir et on les critiquait fortement, mais on se demande où est-ce qu'il est. Est-il avec nous? Est-il humain? Est-il un chef d'entreprise France? Où est la politique, au fond? Et cette question de où est la politique, elle est posée aussi du côté de l'opposition. Là, pour le coup, on a des robots, des Pavlov, des petites vidéos de Benoît Hamon qui visiblement s'enregistre lui-même et qui poste ça sur je ne sais où d'ailleurs, qui est repris, mais qui du coup apparaît une sorte de SDF politique. Donc on a Emmanuel Macron élyséen et les SDF politiques. Moi, ça m'effraie sur la structuration de notre scène politique. Où sont les contre-pouvoirs? Comment fonctionne la démocratie française? Je suis perdu là-dessus. Éric Fattorino. Oui, alors il y a une chose que ne pourra pas faire Emmanuel Macron, c'est tout d'un coup d'avoir 60 ans, d'être rond, sans être gros, et patelin. On peut. Oui, mais bon, je pense qu'il n'est pas parti pour. Donc il ne va pas y arriver, malgré tout ce qu'il pourrait obtenir comme conseil, bon conseil, y compris de Lucile. Alors, moi, la question que je me pose, en effet, vous parlez du film de Ruffin, il y a aussi son livre qui doit s'appeler La France, cette France que tu ne connais pas, ou quelque chose comme ça. Donc il l'apostrophe. Voilà. Bon, j'ai pas de sympathie pour le personnage, d'autant qu'il y a des descriptions physiques de Macron qui, pour moi, sont d'un autre âge et ne sont pas très ragoûtantes. Mais c'est vrai que je me demande, alors c'est ça qui est un paradoxe, je me demande si le président de la République française connaît la France. Et alors les Pyrénées, je sais pas ce qu'il a fait comme escalade, peut-être qu'il fait du vélo aussi, j'ai jamais vu, moi, dans le Tourmalet, mais peut-être que il fait du vélo à Amiens qui est plat. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été quand même surpris, encore une fois hier, quand il dit « Nous avons découvert, nous ignorions les femmes qui élèvent seules leurs enfants ». Non, c'est pas possible. Il y a des rapports longs comme le bras là-dessus depuis des années. Enfin, il ne peut pas nous dire qu'il ignorait ça. Ou alors, qu'ont fait les marcheurs d'En Marche il y a 2 ans. Donc ça, et je crois, si vous voulez, je n'ai pas pu m'empêcher, moi, de superposer les images d'hier, c'était jeudi soir, de jeudi soir, avec les images quelques jours plus tôt d'Emmanuel Macron disant volontairement « Nous allons reconstruire Notre-Dame dans 5 ans ». Bon. Eh bien, qui doit-on croire? Est-ce qu'on doit croire cette voix céleste qui nous dit oui, nous reconstruirons dans 5 ans quelque chose qui a mis quand même des siècles à être construit ou reconstruit, même si Viollet-le-Duc a mis 30 ans, je crois, pour au moins, enfin en tout cas, Philippe, vous savez ça mieux que moi, mais au moins plusieurs décennies pour refaire son toit et vouloir concurrencer Cologne et ses flèches. Alors, est-ce que c'est le même Macron ? Est-ce que cette notion du temps, il faut croire celle de Notre-Dame, c'est-à-dire un volontarisme forcené ? Ou est-ce qu'il faut croire l'Élysée derrière son bureau blanc et glacé pour effectivement faire une sorte de tour de prestidigitateur, mais sans la baguette magique? Vous vous souvenez à l'époque où Plantu dessinait Chirac en prestidigitateur, mais il n'y arrivait jamais parce qu'il n'y avait plus de baguette magique. Macron, il est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il nous sort des choses comme ça, mais je ne vois pas comment il va faire. Et puis après, il y a ce gouvernement. Ça, c'est quand même intéressant. Parce que il y a ce qu'on appelle les langages du geste, des gestuels, les body language, comme disent les Américains. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez en effet un Édouard Philippe qui a avalé son parapluie. On aurait cru Jean-Pierre Mariel dans les galettes de Pont-Aven au début. Et puis, qui se dit, oh là là, merde, c'est tout ça, ça va me retomber dessus, en fait. À l'arrivée, c'est moi qui vais devoir... Bon. Les autres qui sont imprégnés de la parole du président. Et je vais vous dire, ça fout un peu les chocottes, quoi. Je veux dire, moi, ça me rassure pas de voir ça. Ça me rassure pas parce que, en effet, autour de Macron, je dis pas qu'il y a personne, mais je ne vois pas la politique. Je vois des gens qui sont sûrement de très bonne volonté, qui ont des compétences. Je pense à Muriel Pénicaud sur le travail, sûrement. Mais je vois pas un souffle qui tout d'un coup vous fait dire, ouais, là, on a... Alors, je dis pas que je vais jouer les nostalgiques, que je dis, je vois pas Badinter ou je vois pas XY, mais en tout cas, je me demande, j'ai un petit peu peur qu'effectivement, ce groupe-là soit un petit peu démuni face aux tâches qui l'attendent. Richard Verlet. Oui, Éric vient de me faire rendre compte que je devrais lui parler plus souvent parce que il a au fond la deuxième partie de l'article que j'ai écrit hier. Ma première tentation quand je suis sorti de la conférence de presse a été parler de l'ouverture de nouveaux grands travaux présidentiels. Et je n'ai pas fait le lien avec Notre-Dame. Mais au fond, c'est ça. Emmanuel Macron, il est très à l'aise quand il a un chantier. Là, il sait que Notre-Dame, on ne sait pas si ça va mettre 5 ans. Mais en tout cas, il y a des gens qui vont venir, qui vont travailler, des architectes, des maçons. Tout ça va venir. C'est technique et on va trouver des solutions parce qu'on
peut les trouver. Mais la politique, c'est quand même tout autre chose. Parce que d'abord, vous n'êtes pas sûr de trouver les bons architectes, les bons ingénieurs, les bons ouvriers, et puis vous n'êtes juste pas sûr que le toit tienne, parce qu'il n'est pas posé sur des murs, il est posé sur un pays. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé. Il parle sans arrêt, à plusieurs reprises, de solutions concrètes. D'ailleurs, il en parle pour l'écologie, ce qui est quand même réduire le sujet de l'écologie en disant « je vais tirer 150 citoyens au sort pour nous proposer des solutions concrètes ». Il me semble que prendre le sujet écologique, c'est plutôt des solutions importantes au niveau des capacités de production des États qu'il faudrait prendre. Mais bref, à chaque fois, il dit « j'attends que la base me donne les idées en réalité ». Parce que les idées, il ne les a pas. Donc, il espère que les maires, grâce à leur contact avec la population, que les citoyens tirés au sort vont lui amener les bonnes idées. Et c'est un peu le problème d'Emmanuel Macron. Il a le diagnostic, il a quelques médicaments, mais il ne se rend pas vraiment compte, il n'a pas encore compris la maladie. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que la maladie de la France aujourd'hui, elle n'est pas encore entrée dans sa grille de lecture. Je me demande s'il ne faut pas aussi revenir un peu à... On parlait tout à l'heure du caractère technocratique et au fond d'une espèce de personnalité, d'habitus technocratique qui est celui de notre président de la République. Et la technocratie, elle a des histoires différentes selon les pays. Dans notre pays, elle a l'histoire de l'après-guerre, du fait qu'elle était sacralisée, si je puis dire, par le fait que les plus importants des technocrates étaient des gens qui s'étaient conduits de manière tout à fait admirable pendant la guerre. Hein. Je pense à Simon Nora, je pense à François Bloch-Lenné, de l'Ouvrier, etc. Et on a cru, au fond, que leur qualité d'homme était garante de la qualité de leurs décisions. Et moi, il y a une question que je me pose et sur laquelle j'espère peut-être qu'on pourra essayer de nous éclairer nous-mêmes et du coup, par ricochet, d'éclairer ceux de nos auditeurs que ça intéresse, c'est dans cette période des 30 Glorieuses, qu'est-ce qu'a été l'œuf, qu'est-ce qu'a été la poule? Est-ce que c'est l'excellence des mesures prises par notre haute administration qui a permis ces 30 Glorieuses ou est-ce que c'est la prospérité économique qui a permis qu'on ne voit pas ou que les conséquences de cette dinguerie, de cette hubris technocratique, de cette hubris de décision ne soient pas perceptibles? Parce que quand même, le propre de la haute administration, surtout après la guerre, où les politiques s'étaient si mal comportés avant, avaient été soit inefficaces, soit s'étaient quelque peu déshonorés dans la collaboration ou dans l'acquiescement à la collaboration et à la fin de la République pour passer à l'État français. L'idée, c'était qu'au fond, la politique, c'est quelque chose qui fait perdre du temps. La politique, c'est quelque chose où les intérêts privés ont tout le temps leur mot à dire parce qu'on est obligé de trouver un compromis entre l'intérêt public et donc, du coup, avec des moyens extraordinaires, quand on pense à tout ce que l'État avait en main jusqu'à à la fin des années 70. Et donc, on peut faire l'économie de cette discussion, de cette négociation que représente la politique. Et je pense, en tout cas en regardant hier ce gouvernement, en effet sagement assis, comme c'était la tradition, ça c'est pas Macron qui l'a inventé, au pied de son président de la République, je cherchais ceux et celles qui étaient des politiques, c'est-à-dire qui avaient dû affronter le terrain, l'élection, cette chose si fatigante. Moi, je n'ai participé qu'une fois à une élection municipale, et je peux vous dire que c'est épuisant, et qu'en plus, il faut tout le temps répondre à des questions, surtout sur les fins dernières de l'humanité, et sur la raison pour laquelle l'ego est en train de déborder. Et c'est d'ailleurs peut-être la même chose. Mais je n'en trouvais que très peu dans ceux qui étaient représentés là. Et puis, puisqu'il n'est pas là, j'en profite pour en parler, mais je suis absolument stupéfait à un moment où on va voter pour les élections européennes, où l'Europe est mise à mal par le Brexit, mise à mal par les Polonais, mise à mal par les Hongrois, etc., que le président de la République n'ait jamais trouvé nécessaire, utile, important de rencontrer notre ami Bourlange. C'est quand même quelqu'un qui a sur l'Europe des convictions qui sont intéressantes d'entendre et une pratique comme parlementaire européen et qui, de surcroît, a soutenu le président et fait partie d'un mouvement qui est dans sa majorité. Non, ça ne fait pas partie du genre de personnage que le président de la République consulte. Voilà, Jean-Louis Bourlange me pardonnera de l'avoir mouillé dans cette affaire et les auditeurs voudront bien croire que je ne suis pas chargé de faire avancer sa carrière. Je viens de dire un petit mot. Lucille Schmitt, on n'a pas du tout, mais on aura d'autres émissions, mais on n'a pas du tout parlé des questions de politique étrangère qui sont pourtant
importantes, celle de l'Europe et aussi ce qui se passe dans le reste du monde. Lucille Schmitt. Oui, par rapport à ce que vous venez de dire, Philippe, moi, j'avais participé il y a déjà plusieurs années à un livre, Notre État, coordonné notamment par Roger Fauroux, un des directeurs de l'ENA, la défunte, bientôt défunte et peut-être pas ENA. Ce qui me frappe, c'est que dans l'histoire, en tout cas de la haute administration qui n'est pas l'État, il y a la question effectivement de certains personnages assez mythiques comme Simon Nora qui avaient été résistants et donc leur courage, il n'y avait pas de doute sur leur courage, ils en avaient fait preuve. Et du coup, cette question du courage, elle a été accolée à l'idée d'une haute administration qui portait son devoir avec de l'exemplarité, etc. Et donc, on a en quelque sorte fait une sorte de lien consubstantiel entre les pratiques au sein de l'État, la question de l'État et la question de la haute administration. Et puis, à mesure que l'État s'est dessaisi de beaucoup de ses fonctions, parce que depuis le début des années 60, au moment où la construction européenne se fait, les 30 Glorieuses, ce qui s'est passé, c'est un dessaisissement très important de l'État sur les fonctions économiques essentiellement. Et aujourd'hui, le sujet, c'est de réinventer le rôle de l'État. Et moi, je trouve que c'est ce qui a énormément manqué dans la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Il pourrait incarner une forme d'État, puisqu'il parle sans cesse de la France. Mais quand il s'agit de l'État, il saucissonne. Il nous dit d'une part qu'il va mettre du service public, il va le garder, en parler aux maires, il nous dit qu'il ne va pas supprimer les postes de fonctionnaires, il nous dit qu'il va supprimer les postes de hauts fonctionnaires. Et de tout cela ressort l'impression d'une grande confusion lorsqu'il s'agit d'avoir cette vision de la chose publique. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on l'accuse d'être un chef d'entreprise à la tête de la France, parce que cette question de repenser l'État avec une vision, elle s'oppose avec, je dirais, autant d'acuité qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'avoir loupé le coche sur la question écologique, excusez-moi d'être un peu monomaniaque là-dessus, c'est idiot, parce que la question écologique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'effet scientifique, c'est le rayonnement mondial, c'est une question qui dépasse largement nos frontières, et c'est l'occasion de montrer de l'exemplarité en associant une communauté nationale, puisque c'est à la fois la question des entreprises, la question des citoyens, le sujet donc des scientifiques, la question générationnelle, et voilà, il n'a même pas pu prononcer le terme écologie, il a dit climat. Il n'a pas dit nature, il a dit climat, qui est une manière de technocratiser l'écologie. Donc, il technocratise par avance ce qui pourrait être une vision. Et par rapport à ce que disait Richard, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, la très bonne idée ou la vision que n'ont pas les autres, je ne l'ai pas sentie, comme s'il y avait une peur d'imaginer ce qu'est un avenir qui aujourd'hui est profondément incertain, imprévisible, etc. Il faut réimaginer l'État et il faut oser prendre le risque du rêve, de l'imaginaire. Et il y a une absence d'imaginaire dans la conférence de presse, c'est clair. Éric Fattorino. Oui, 3 mots pour parler aussi de son intervention sur la décentralisation. C'est un nouvel acte de décentralisation. Alors là aussi, je me suis un peu inquiet parce que j'arrive pas à y croire à travers les mots que j'ai entendus. Pourquoi ? Parce que c'est comme quelqu'un qui vous fait un cadeau mais qui vous reproche que vous l'ayez reçu. En gros, il dit on va faire un nouvel acte de décentralisation. Maintenant, ce sera les élus locaux, les maires, etc., qui pourront prendre des décisions sur les choses qui les concernent. Mais attention, maintenant, ce sera vous les responsables. Autrement dit, vous vous démerdez. Donc, vous n'arrêtez pas de nous dire on ne vous donne pas assez de choses, pas assez de pouvoir, etc. Alors, on va vous les donner, mais il y a un petit côté père Fouettard là-dedans, et donc je ne vois pas une décentralisation heureuse dans ce qui se dessine. Richard Verly. Alors, le vous démerdez, franchement, la France en a peut-être besoin. Et les Français en ont peut-être besoin. Et là, pour le coup, il a un axe quand même, Emmanuel Macron, c'est la responsabilisation des Français. Et personnellement, je trouve que ça peut être bienvenu dans le paysage. Et ça, c'est peut-être son élément nouveau, même s'il n'arrive pas très bien à le défendre. Mais il a quand même un chic pour employer des formules qui ne vous viendraient pas à l'esprit, en tout cas pas à l'esprit du petit journaliste que je suis. L'épaisseur de vie. Il a répété « j'ai rencontré l'épaisseur de vie ». J'avoue que j'aurais jamais pensé à utiliser une phrase comme ça dans une intervention publique. En fait, Emmanuel Macron, il dissocie la politique des hommes. Et c'est son problème parce qu'au fond, il est en train de garder le même gouvernement, le même Premier ministre, et il prétend qu'avec eux, il va faire une politique différente. L'histoire a quand même montré que quelquefois, pour faire une autre politique, il faut changer les hommes. Je vous remercie. On aimerait pouvoir consacrer autant de temps aux différentes oppositions, mais malheureusement, on ne trouverait pas l'ombre d'un sujet dans leur programme. Nous sommes donc arrivés à la dernière de nos séquences, la séquence des brèves. Éric Fattorino. Alors, je suis en train de terminer un livre de Bruno Patino qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». Et c'est très intéressant, c'est très documenté.
Il nous explique que si les poissons rouges ont une mémoire de 8 secondes, nous, êtres humains, devant nos réseaux sociaux et nos petites machines électroniques, il faut qu'il y ait une impulsion nouvelle au bout de 9 secondes. Donc, ça veut dire que la crise de l'attention est là. Et comment redonner de l'attention, recapter l'attention avec tous ces outils, c'est à lire et à faire lire aussi à des plus jeunes. Je seconde, comme on dit aux États-Unis, je seconde votre proposition parce que je viens de le lire et pendant le week-end de Pâques, et j'ai été frappé et légèrement inquiet. J'ai d'ailleurs pas touché à mon téléphone pendant au moins une demi-journée. Lucille Schmitt. Oui, cette semaine, la commémoration du génocide arménien a été célébrée d'une manière particulièrement forte, puisque Emmanuel Macron en a fait maintenant une journée nationale. Et voilà, donc c'est toujours un moment émouvant. Et je voulais donc recommander la lecture ou la relecture, je ne sais pas, du livre de l'historien Vincent Duclerc, qui avait écrit en 2015, au moment du centenaire du génocide, la France face au génocide arménien. C'est très intéressant parce que ça montre pourquoi est-ce que la France et l'Arménie sont aussi liées et la responsabilité des puissances pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est un livre qui est très remarquable, très bien écrit et que je recommande chaudement. Richard Verly. Alors moi, je voudrais recommander un succulent à tous égards recueil de nouvelles. C'est celui de Gérard Oberlé, Heptaméron avec Chardonnay, publié chez Grasset. C'est Oberlé en majesté qui fait vivre des personnages dans cette province profonde, ce centre de la France qui est aussi cette France périphérique. Sauf que lui, il trouve toujours dans cette France périphérique tout ce qu'il faut pour en faire un vrai drame, un vrai théâtre et au fond raconter la vraie France. Et enfin, une deuxième recommandation, elle est peut-être plus intéressé parce qu'il se trouve que j'ai fait un petit article, mais un très bon numéro de la revue The Good Life sur la Suisse, évidemment, et sur tous les mérites de ce petit pays voisin qui regarde la France. Nous allons nous procurer The Good Life et j'ajouterai, mais c'est pas une recommandation bien sérieuse, mais je me suis mis pendant le week-end de Pâques, en dehors de Bruno Patino et d'une biographie que Jean-Louis Bourlange avait conseillé, une biographie de Gladstone que Jean-Louis Bourlange avait conseillé, je me suis mis à lire du David Goodis de manière quasiment compulsive. Et je veux dire qu'à part certains volumes que j'avais de longue date et qui, donc, depuis, ont sans doute été mieux traduits qu'ils ne l'étaient, mais c'est quand même une construction et un écrivain tout à fait remarquable. Il me reste à vous rappeler que cette émission est préparée avec Charlotte Montier, que c'est Nicolas Tourneau qui assure la gestion du site, qui est notre développeur, que Benoît Carré assure la retranscription de nos conversations dans la partie écrite, la partie lisez-nous de notre site. Adrien Beccaria a assuré l'enregistrement pour l'arrière-boutique et Nouvelles Écoutes produit cette émission. Nous vous espérons la semaine prochaine. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour nous soutenir, pour nous lire, pour connaître nos rendez-vous est sur le site lenouvelespritpublic sans séparation.fr.